Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Lou, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui. Avant de commencer, comment ça va? Ça va super. Merci beaucoup, Anaïs. Merci de me recevoir dans ton podcast et ravi de pouvoir parler un peu d'éco-conception avec toi. Yes, oui, donc aujourd'hui on va parler d'éco-conception de sites web. Avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Ouais, bien sûr. Moi, là-bas, je suis designer. En tout cas, c'est des études que j'ai faites, graphic designer. J'ai découvert le code un peu juste après mes études, en fait, un peu par besoin pour développer les sites que je designais. Ça m'a fasciné, passionné, donc j'ai repris des études dans ce sens-là et j'ai ensuite travaillé pour des grosses agences de branding web pour faire ça en tant que développeur. Et puis depuis 2022, donc depuis l'année dernière, j'ai créé une société qui s'appelle Automoro et qui produit des sites, enfin qui accompagne des clients autour de la production digitale, mais qui est surtout spécialisé dans la production de sites sur mesure pour un panel de clients très varié. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'éco-conception web et pourquoi c'est important? Alors, l'éco-conception web, c'est d'abord un schéma de pensée, c'est-à-dire que ça commence avant la conception en réalité, mais c'est théoriser les moyens qu'on va mettre en place pour augmenter l'efficience, et c'est pas forcément lié à la performance d'un site, c'est-à-dire lui faire des choses avec l'impact énergétique le plus faible possible. Donc ça va être ça va englober le design, la production technique, un peu tous les aspects de la production d'un site. L'idée, au final, c'est bien sûr de réduire l'impact carbone d'un site. Et c'est très important parce que avec les enjeux qu'on a actuellement, je pense qu'on a tous une pierre à mettre à l'édifice. Hein, c'est l'histoire du colibri. Donc on a aussi ce besoin-là pour le web, quoi. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence, en tout cas rentrer plus dans le détail, entre efficience et performance pour un site internet? Ouais, bien sûr. Performance, ça va vraiment être, en fait, on peut avoir par exemple des serveurs hyper performants, super gonflés, très rapides, qui vont répondre hyper rapidement aux requêtes des utilisateurs avec une cache hyper agressive. En bref, il y a plein de techniques à mettre en place, mais qui tournent au charbon, par exemple. Ils vont être très performants, mais ils vont pas être très efficients dans le sens où ça va coûter très cher en termes d'énergie de faire fonctionner le site, euh, bien qu'il soit performant. Donc il y a une différence entre performance et efficience. Performance, on en parle souvent beaucoup pour tout ce qui est SEO, nombre de requêtes atteintes sur le site, etc. Et c'est toujours un peu un mix qu'on fait, une différence qu'on fait avec efficience. Et quand on parle d'éco-conception, on parle plutôt d'efficience en réalité. Ok, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de l'éco-conception? Qu'est-ce qui t'a motivé dans cette pratique? Eh ben, les premiers contacts que j'ai eus avec l'éco-conception, ça a été un peu indirect, parce que ça a démarré par la performance, en réalité. Faire des sites qui vont plus vite, qui sont plus performants, non? Et puis, petit à petit, en faisant des recherches et aussi étant moi-même un peu un convaincu euh, quant aux questions environnementales, etc., j'ai commencé à être aussi en contact avec des clients qui avaient ces besoins-là. Donc, on a commencé à réfléchir à notre stack technologique, à nos pratiques en termes de développement. C'est lié à aussi d'autres sujets. Enfin, ça a englobé aussi d'autres sujets comme l'accessibilité, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a eu tout un travail qu'on a fait pour aller vers ce sens-là. Et donc voilà, les premiers contacts que j'ai eus, c'était indirect. Et puis ensuite, via des clients qui avaient des demandes, on s'est intéressé au sujet. Et puis finalement, maintenant, c'est un peu devenu quelque chose qu'on intègre dans tous les projets dès qu'on peut, quoi. Et quels sont les avantages, du coup, économiques et environnementaux de l'éco-conception web pour les entreprises? Alors, le premier avantage économique pour les entreprises, ça va être les économies sur l'infrastructure. C'est-à-dire que en réduisant, en augmentant donc l'efficience d'un site, on va avoir besoin de serveurs qui sont relativement moins performants. On va avoir des besoins en termes de stockage de données qui vont être beaucoup moins importants aussi. Donc, il y a déjà une réduction des coûts à ce niveau-là. Ensuite, il y a une question de communication, c'est-à-dire qu'il y a aussi
une communication qui peut être faite dans ce sens-là par les entreprises qui mettent en place des vrais systèmes pour réduire l'impact carbone de leurs produits digitaux. Et enfin, puisque c'est un cercle vertueux, il y a tout l'enjeu de la performance. Donc, si le site est plus efficient, il est quasiment automatiquement aussi plus performant. Et donc, vous allez avoir une augmentation des résultats SEO en termes de reach, etc. Vous allez avoir une augmentation du trafic organique. Voilà, tout ça, c'est très lié. Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais pour optimiser la performance d'un site web dans cette optique-là de réduire son impact environnemental? Il y a plein de choses à mettre en place. En réalité, ça commence à Mhm. partir du design, à partir du contenu du client. Donc, la compression va être un gros enjeu, évidemment, pour la majorité des clients. Il y a des clients qui vont pouvoir faire des sites sans énormément de médias, sans énormément de vidéos, etc. Pour d'autres clients, c'est beaucoup plus Mhm. compliqué. J'ai travaillé, par exemple, pour Yota, dont Adrien Martial, l'un des cofondateurs, m'avait recommandé pour ce podcast, qui font de la vidéo, mais qui ont aussi une optique très éco-consciente. Et pour eux, c'était un vrai challenge de faire un site qui soit à la fois efficient, performant et plein de vidéos, plein d'images, etc. Donc, il y a déjà l'enjeu de la compression qui va être un énorme sujet. Former les équipes en amont de l'ajout du contenu au site, à compresser les médias avant de les ajouter au site. Ensuite, une fois que les médias sont sur le serveur, les transformer et rendre à l'utilisateur, celui qui va visiter le site, des médias qui sont parfaitement à la taille qui est demandée, par exemple, pas envoyer des images qui font 2 mégas, 3 mégas à des utilisateurs qui en fait voient une vignette qui est grande, qui fait 50 pixels par 50 pixels, ça n'a aucun sens. Donc déjà, il y a tout ce travail-là. Ça commence par le design. Ensuite, en termes de technique, il y a pas mal de choses à faire côté serveur, c'est-à-dire mettre en cache toutes les pages pour que les utilisateurs fassent pas une requête directement, enfin, régénèrent pas la page côté serveur à chaque fois qu'il y a une demande. Enfin bref, tout ça, c'est des aspects un peu techniques, mais il y a énormément de points à passer, dans lesquels passer pour faire un site éco-conçu. Je vous recommande, si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette approche-là, ce bouquin-là, qui s'appelle Éco-conception web, les 115 meilleures pratiques, qui est fait par Green IT, qui est un collectif français, et dans lequel il y a donc 115 bonnes pratiques pour faire des sites éco-conçus. Je pense que c'est vraiment une bible. Et si tu devais résumer un peu les principaux défis, challenges de l'éco-conception aujourd'hui, ça serait quoi? Quand tu discutes avec des clients qui veulent faire un site éco-conçu, c'est quoi les points qui bloquent le plus et qui sont les plus compliqués en fait aujourd'hui? Bah, le point le plus compliqué, généralement, c'est vraiment la question du contenu. C'est-à-dire que les clients, ils ont toujours, en fait, ce besoin de mettre en avant des images, des vidéos. Voilà, ils ont des campagnes de marketing complètes qui ont déjà été faites en amont de la production des sites. Ils existent. Alors, quand c'est des startups, quand c'est des projets qui démarrent, c'est possible de le faire de façon organique voilà, en réfléchissant tous les aspects de la communication en un bloc. Mais des fois, c'est des clients qui ont une histoire, qui ont vraiment un passif en termes d'utilisation média, etc. Et donc, du coup, c'est compliqué, c'est de les convaincre euh, d'investir en fait là-dedans, c'est-à-dire de faire un site qui est, plutôt que d'utiliser des templates déjà préconçus, où on va avoir des tonnes de fonctionnalités inutilisées sur les sites, qui vont être très lourdes en termes de code, voilà, où il n'y a rien d'optimisé, etc. Faire des choses sur mesure en formant les équipes en interne à l'optimisation des médias, etc. Je pense que ça, c'est vraiment le plus gros défi. Et ensuite, il y a juste le défi technique qui est que souvent, les clients ont un environnement technique auquel ils sont habitués. Et c'est souvent difficile de les faire sortir de cet environnement technique-là pour les amener vers quelque chose de plus moderne, plus optimisé, ou en tout cas réfléchi dans le sens de l'efficience, quoi. Ok, ouais, je vois. Je pense à la plupart des clients pour lesquels je travaille, par exemple, sont classiques sur WordPress. C'est ce type d'environnement. Ouais, alors le problème de WordPress, en fait, je pense que WordPress, c'est un assez bon cas d'école parce que bon, nous, on ne travaille pas du tout avec WordPress. Mais ça, c'est des choix technologiques. Je pense qu'en réalité,
Alors, ça peut être assez compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de faire des sites relativement efficients avec WordPress. C'est juste que ça va demander un peu de boulot. Le problème de WordPress, c'est en fait l'écosystème de thèmes et de plugins en fait que les clients utilisent en fait à bras le corps. C'est-à-dire que nous, c'est aussi pour ça qu'on a arrêté de faire des sites WordPress parce qu'en fait les clients commencent à utiliser plein de plugins, machin, qui crée en fait de la dette technique sur la durée et qui rendent en fait les sites complètement ingérables après quelques années. Les sites sont périclites complètement, il faut refaire et c'est pas trop notre intérêt. Nous, on aime bien quand on crée pour la durée, quoi. Mais donc, je pense qu'il y a moyen de faire des sites efficients avec WordPress, mais c'est un travail de formation aussi pour le client, de pas installer n'importe quoi, de mettre la bonne structure en place et de faire du sur-mesure, même si c'est WordPress, en fait, de pas utiliser un thème préfet, etc. Voilà. C'est possible de faire du sur-mesure sur WordPress, c'est juste que c'est un investissement qui est équivalent, à mon avis, en termes de prix à une autre technologie. Et dans ce cas-là, il vaut mieux être sur une autre technologie. Ouais, je vois. Et du coup, c'est quoi, toi, les outils que tu utilises et que tu recommandes pour faire de l'éco-conception? Alors, pour ce qui est côté utilisateur ou côté public, entre guillemets, Ouais. je pense que tous les outils d'analyse de sites sont hyper pertinents. Des sites comme EcoGrader, Website Carbon Footprint Calculator, enfin, voilà, Mhm. il y a plein de sites qui permettent d'avoir des indices sur l'impact carbone de son site et sur la façon dont il performe dans différents domaines. Dans la majorité de ces outils-là, c'est des listes par points avec des notes. Voilà, ça permet un peu de savoir où on en est. Pour les profils un petit peu plus techniques, on peut vraiment aller chercher des outils de performance un peu plus avancés. Je pense aux outils Lighthouse de Google. Enfin, il y a toute une série d'outils dédiés à la performance qui sont à mettre en combinaison donc avec ces autres outils pour savoir en fait comment les pages réagissent, etc. Le premier indice, par exemple, ça peut être de savoir si les pages de son site pèsent lourd ou pas. Ouais. Déjà, c'est déjà un excellent indice euh, qui permet de savoir s'il y a du travail à faire de ce côté-là. Je pense que ça, par exemple, c'est alléger les pages de son site en compressant des médias. C'est quelque chose que tout le monde peut faire sans avoir besoin de faire appel à une équipe de développeurs, de designers, de voilà. La majorité des gens qui ont un site et qui font tourner un site peuvent faire ça et c'est déjà un gain énorme en termes de performance et d'efficience web, quoi. On va avoir le réflexe de faire régulièrement des audits SEO pour regarder le référencement de son site internet, par exemple, mais pas forcément d'aller regarder le poids de son site internet et comment il évolue dans le temps. Parce que plus je vais alimenter avec des articles, plus ça va charger de contenu et qu'effectivement, si j'ai compressé aucune image et que toutes les semaines, je publie un nouvel article avec 5 images dedans, bah, c'est pas prêt de s'arranger, quoi. Donc, ça pourrait être un bon réflexe de rajouter dans ses pratiques, d'aller effectivement régulièrement auditer entre guillemets son site sur son impact carbone et surtout le poids de chacune de ses pages. Ouais, ça, et puis aussi dans une optique d'automatisation, parce que c'est vrai que ça peut être très redondant de faire ces tâches-là, Ouais. c'est-à-dire d'à chaque fois faire attention que les médias soient bien optimisés, etc. Donc c'est très bien de le faire, il faut le faire. Mais côté développement aussi, ce qui est possible, c'est quand même de l'automatiser en grande partie, et donc du coup d'avoir moins de surprises quand les médias arrivent sur le site. Est-ce que tu as des exemples de sites éco-conçus et tu pourrais nous expliquer un peu, bon, en audio c'est pas forcément évident, mais quand même un peu comment tu as pu travailler sur un ou deux projets? Ouais, tout à fait. Alors je vais en citer des qui sont pas à nous et d'autres qui sont à nous, des projets. Je vais le faire un peu en audio description. Alors, d'abord ceux qui sont pas à nous, il y en a un que je recommande surtout parce que c'est aussi un site qui parle d'éco-conception. Donc, c'est sustainablewebdesign.org et qui parle de l'éco-conception côté design, ce qui est Ok. très intéressant parce qu'en réalité, c'est quand même un point de départ. Souvent, on parle de l'éco-conception web du point de vue technique parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire point de vue technique, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dès la phase de design. Quel type de médias on utilise? Est-ce qu'on peut utiliser de l'illustration vectorielle, par exemple, qui va être beaucoup plus légère que l'image bitmap, etc. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses auxquelles on peut penser en amont. Euh,
Donc, ce site web-là, sustainablewebdesign.org, un deuxième site qui s'appelle solar.lowtechmagazine.com. Pour vous le décrire rapidement, c'est un site qui est très très bien conçu en termes d'éco-conception, c'est-à-dire que tous les médias sont pré-rendus en très très basse résolution, Ok, mais avec un rendu graphique qui est intéressant. Donc du coup, ça rentre dans le branding du projet, etc. C'est vraiment top. d'accord. Et en plus de ça, le concept, c'est que le site est alimenté par un panneau solaire et une batterie. Euh, et donc, le fond d'écran, enfin, la couleur de fond du site indique le niveau de batterie restant pour l'alimentation du site. Et ils assument complètement que le site peut être down si jamais il n'y a plus de batterie, quoi. Si jamais il n'y a pas eu de soleil pendant plusieurs jours, le site peut être down. J'aime beaucoup l'idée. Aller jusqu'au bout du concept. Ça dépend surtout juste où est placé le panneau solaire, parce que s'il est à Bruxelles, tu vois, genre je pense que le site va Ouais, pas c'est être ça, c'est live ça. Je très crois que c'est un longtemps. projet. C'est clair. Je crois que eux, c'est un projet espagnol, enfin, en tout cas, qui est basé Ok, à Barcelone. Donc, c'est c'est OK. Et puis après, dans des gros, très très connus que tout le monde utilise, mais que tout le monde, mais où on voit pas forcément que c'est des sites, enfin, qu'on pourrait dire éco-conçus, c'est Wikipédia, Craigslist pour les Américains par exemple, parce que c'est que du texte, des liens et un minimum d'images vraiment. Voilà, donc il y a une donnée, enfin il y a une quantité de données énorme évidemment, mais je pense que les pages sont extrêmement légères par rapport au contenu, quoi. Ce qui est quand même top. De notre côté, ce que vous pouvez regarder comme projet, vous pouvez regarder stemsgallery.be, qui est un site de galerie belge dans lequel on a fait un assez gros travail sur justement l'optimisation des médias, etc. Donc c'est un média, c'est une galerie, donc il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup d'images, mais dans le design, on a essayé d'inclure un maximum justement d'optimisation de performance. Toutes les sites, toutes les pages sont très performantes, etc. Et aussi au niveau serveur avec des caches très agressives. Donc, on a quand même un site qui, malgré le nombre de médias, est très puissant. Pour Iota, donc, on a fait la même chose, iota.paris. Donc là, c'est un site avec de la vidéo. Donc, c'est un site qui est quand même toujours. Donc, pour le coup, c'est un site qui est très lourd, mais on reste quand même assez fier, malgré le fait qu'il soit lourd, parce que le challenge était de faire un site avec énormément de vidéos. On a pu le faire en restant dans des choses très, très correctes. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, je pense que ça peut s'arrêter là, mais globalement, on a un peu toujours la même approche, le même stack technologique. Du coup, la conclusion, c'est qu'un site éco-conçu n'est pas forcément un site triste et boring, quoi. Bah non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'au contraire, hein, je pense que c'est un vrai biais de penser qu'un site éco-conçu. Alors, je pense qu'il y a toujours aussi un curseur, bien sûr, dans l'éco-conception. Euh, Par exemple, le site qui est Solar Power, là, donc qui est euh, solar.lowtechmagazine.com, c'est un parti pris, tout dans le projet et porte vers l'éco-conception. Donc c'est facile à mettre en place et tout fait sens pour le projet. Je pense que pour d'autres types de projets, je pense à des gros groupes, à des énormes marques, ce genre de choses, ça peut être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Voilà, mais par contre, en termes de, est-ce que c'est ennuyeux comme projet, est-ce que c'est boring? Je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est un challenge qui devrait être pris à bras le corps par les designers et il y a vraiment moyen en fait de pas se limiter tant que ça euh, dans le design et dans la mise en place de sites éco-conçus, quoi. Est-ce que côté utilisateur, il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à l'éco-conception de site web ou pas? Alors, pas vraiment par rapport à l'éco-conception, c'est-à-dire que ça tient vraiment aux gens qui vont s'occuper du site ou qui vont le développer ou qui vont le maintenir. Par contre, si on veut réduire sa consommation, si on veut réduire son impact carbone dans sa propre navigation, là, il y a des solutions, je pense. Le premier truc qui peut être un peu contre-intuitif, c'est de refuser les cookies, parce que si on refuse les cookies, sur un site par exemple qui fait appel à Google Analytics, eh ben, on va probablement bloquer autour de 60 requêtes par page, quelque chose comme ça. Donc du coup, on va avoir et donc du coup ça en fait le nombre de requêtes qui vont devoir être faites
pour capter de l'analytics, ce genre de choses. Ça, c'est de la réduction d'impact carbone, par exemple. On peut utiliser un navigateur qui est pas trop gourmand en énergie. Alors ça, c'est pareil. Bon, c'est des choses qui n'ont pas un impact gigantesque, hein, mais multiplié par le nombre d'utilisateurs, c'est toujours important. Mais utiliser un navigateur qui est moins consommateur d'énergie. Donc, par exemple, Google Chrome, c'est probablement le pire élève. Hein. Bon, après, c'est aussi celui qui fait le plus de choses, mais on peut utiliser des navigateurs. Genre, je pense à moi, je suis sur Mac, j'utilise Safari beaucoup, parce qu'en réalité, c'est aussi beaucoup. Enfin, genre, regardez juste la consommation de batterie de votre ordinateur portable quand vous utilisez Chrome ou quand vous utilisez Safari. Ça va vous en dire long sur à quel point ils sont efficients. Et puis, vous pouvez utiliser des moteurs de recherche qui sont aussi pas Google, qui vont se baser sur d'autres corpus de données, mais qui vont être Ecosia, Givewater, où il y a un but un peu noble derrière l'utilisation de pubs, etc. Donc, ouais, il y a quand même des solutions qui existent pour les utilisateurs. Ok, super intéressant. J'avais aucune idée que mon navigateur pouvait avoir un impact, mais en même temps, maintenant que tu le dis, oui, ça me paraît évident. Mais, Bah, c'est juste, est-ce qu'il consomme plus d'énergie qu'un autre navigateur, hein, ouais. C'est quoi un peu les développements futurs, les tendances de l'éco-conception web Moi, je pense que l'éco-conception web, pour l'instant, c'est un peu un sujet de niche, mais qui va clairement sortir du trou. Je pense que déjà, toutes les notions d'éco-conception ont trop de valeur business, en fait. Quand on parle d'efficience de site web, on parle quasiment automatiquement aussi de performance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'interview. Donc ça, je pense qu'en termes d'intérêt pour les entreprises, c'est des choses qu'on recherche en permanence. Donc voilà, l'approche va tendre à être différente, mais je pense que globalement, ça va se développer. Ça va être de plus en plus présent sur la scène de la production web. Il va y avoir de plus en plus d'acteurs, il va y avoir de plus en plus de demandes aussi. Et je pense que d'un côté, il va y avoir toute l'aile machine learning, énormément de dépenses de données, etc., qui va se développer. Et de l'autre côté, il va y avoir l'éco-conception et en fait faire quand on n'en a pas besoin, quand on n'a pas un besoin nécessaire vraiment de faire des choses lourdes, justement de réduire au maximum parce que ça réduit les coûts, ça augmente les performances, enfin, ça a tous les atouts, quoi. Voilà. Donc je pense que le développement futur, c'est juste, ouais, le développement futur, je pense que c'est juste une augmentation une augmentation de la demande dans ce sens-là. D'ailleurs, ça se voit déjà. Hein, je trouve qu'il y a de plus en plus de sujets. On voit passer de plus en plus d'infos à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de petites agences qui se montent, qui font de l'audit, qui font de la production, qui font un peu, enfin, qui prennent en charge un peu tous les pans de l'éco-conception à leur niveau. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est amené à se développer. Moi, j'ai aussi un peu la conviction que on va arriver à des périodes, bon, c'est pas très fun ce que je veux dire, mais un peu de crise et où on va se retrouver avec peut-être des bandes passantes diminuées et que les sites qui seront éco-conçus et qui seront capables en fait de tourner sur ces bandes passantes-là seront ceux qui sauront sortir aussi leur épingle du jeu par rapport à pas mal de sujets, quoi. Donc, Mhm. c'est un peu ma version dystopia. Post-apocalyptique. Exactement. Apocalyptique. Du web. Bah, je veux dire, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible qu'en réalité, on arrive à des cas comme cela. Mais je pense que dans tous les cas, il faut qu'on vise de façon consciente une réduction de notre impact carbone, quel que soit le domaine. Le digital en fait partie. Les chiffres, ils sont affolants quant à la quantité d'énergie que compose le digital actuellement. Et on sait que dans les objectifs 2025-2030, l'impact carbone global du digital, ça va être vraiment, vraiment n'importe quoi, au-dessus du transport, au-dessus de l'alimentation. Enfin bref, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Donc je pense il faut y réfléchir dès maintenant pour avoir des solutions dans les prochaines années et que tous les projets qu'on développe à partir d'aujourd'hui euh, soient développés dans ce sens-là et en tout cas que les équipes qui se chargent de développement de ces projets soient conscients des possibilités à leur disposition et qu'on ne soit pas toujours dans le même paradigme, on revient vers des solutions antiques parce que tout le monde connaît l'outil et que voilà, il faut sortir de ces paradigmes-là, il faut
Le futur, c'est la réduction et voilà. Trop bien, je suis d'accord avec toi. Lou, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Slow marketing, je pense à regarder le big picture, essayer de comprendre qu'il faut changer quelque chose à son échelle pour que ça fasse un changement global. Je pense que quand on parle de marketing, on parle de tous les aspects qui peuvent toucher au développement d'une marque, au développement d'un produit. Donc c'est énormément de domaines qui sont concernés. Donc ouais, ralentir tout ça, ralentir notre consommation, la façon dont on fait des sites, la façon dont on communique, ouais, tout ça. Dernière question, selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast pour parler marketing responsable? Euh, alors marketing, si c'est marketing, je sais pas trop, Ou communication mais responsable? pour rester sur le thème, de l'éco-conception, en tout cas pour le web, Ouais. je pense que c'est un sujet que moi j'effleure. Mais il y a des gens qui sont extrêmement calés là-dedans. Si jamais tu peux les avoir, c'est justement peut-être Frédéric Bordage, qui est le directeur du collectif Green IT, Ok. qui a écrit donc le bouquin dont je parlais tout à l'heure, Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Il a aussi écrit un bouquin euh, sur la sobriété numérique. Je pense que c'est aussi un sujet très intéressant. Donc voilà. Euh, si tu peux, Frédéric Bordage, j'écouterai moi-même avec attention. Super. Mais c'est vrai, je mettrai les liens dans les ressources, mais j'avais lu du coup les premières pages de ce livre pour préparer un peu l'interview, et je trouvais ça super intéressant la manière dont était mis en parallèle le fait que il y a encore quelques années, un code efficace, c'était super important d'avoir un code efficace en fait, parce qu'on n'avait pas des grands serveurs qui tournaient et c'était pas genre des ressources illimitées. Et qu'en fait, depuis qu'on a Internet qui a explosé, on a cette impression il n'y a plus de limite à rien. Les codes sont devenus un peu crado et qu'il y a tout et n'importe quoi dedans et ouais. J'étais là, ah oui, en fait, c'est. Ouais, complètement. Dès qu'on utilise des outils qui sont pas sur mesure, et là on le voit, je trouve, avec l'avènement, par exemple, de ce website builder. Donc en fait, il y a plus de développeurs qui développent des sites. En fait, c'est des outils qui permettent de juste à travers une interface développer des éléments UI, etc. Voilà. Quand on regarde le code, en fait, que tout ça produit. En fait, on est complètement là-dedans. En fait, on automatise, on rend la chose hyper accessible, ce qui n'est pas dans l'absolu une tare. Hein. Je pense que c'est intéressant pour énormément de gens, mais c'est vrai qu'on y perd en optimisation et en réflexion en fait quant au côté technique euh, de ce que ça impacte en fait, ce que ça implique de développer un site web. Et c'est vrai qu'il y a un appauvrissement de ce côté-là, c'est indéniable. Encore plein de sujets sur lesquels réfléchir et à optimiser. Tout à fait. C'est clair. C'est sans fin, hein, c'est sans fin. Hein. Écoute, merci Lou. Avec plaisir. Si on veut regarder ce que fait Automoro, etc., je suppose le mieux c'est le site internet, c'est ça? Ouais, alors on n'a pas du tout de site. Comment ça? On n'a pas de site. Donc on s'est lancé je me suis lancé donc en 2021. On est deux maintenant, bientôt trois. En 2022, pardon. En 2022, et pour l'instant, on a dû se concentrer sur la production des sites de nos clients avant notre propre site. Donc vous pourrez trouver Ok. mes coordonnées à automoro.com. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail à lou@automoro.com, qui est mon adresse mail. Ok. Euh, voilà, je reste toujours disponible s'il y a des gens curieux. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de portfolio en ligne. Voilà. Le site le plus éco-responsable, celui qui n'existe pas. Exactement. Voilà, c'est ça. Exactement. Un logo en SVG et deux liens. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.